Bienvenue sur l'Écho des Museaux, le média associatif qui donne de la voix pour le monde animal. Je suis Marine, une passionnée d'animaux depuis toujours, et ici je donne la parole aux associations, aux professionnels et à toutes celles et ceux qui s'engagent pour la cause animale. À travers des témoignages inspirants, de l'info et des conseils, ce podcast invite à repenser notre lien aux animaux et à mieux comprendre leurs besoins pour faire avancer le bien-être animal. C'est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un magnifique témoignage de bienveillance, de patience, de résilience et surtout d'amour inconditionnel entre une humaine et son chien à travers l'histoire de Marie-Camille et de son chien Zeus, un American Staffordshire Terrier, race plus connue sous le nom de Staff, qu'elle a adopté il y a 4 ans dans une situation particulière puisque Zeus, 2 ans à l'époque, a été victime de maltraitance dans son passé, ce qu'elle va nous raconter. À travers ce témoignage qui est une vraie pépite, on comprend que l'amour envers un animal victime de souffrances passées peut faire des miracles, puisque Marie-Camille a véritablement sauvé la vie de ce beau loulou et lui a redonné confiance en l'être humain. Mais dans l'autre sens, elle dit aussi que c'est lui qui l'a sauvée dans l'épreuve de vie qu'elle traversait à l'époque. Cet épisode soulève la question de ces chiens-là, ces chiens dits dangereux, catégorisés, ce que ça implique dans le quotidien des propriétaires de ces chiens et les obstacles rencontrés par Marie-Camille lorsqu'elle a décidé d'adopter le beau Zeus. On évoquera aussi le quotidien des propriétaires de chiens réactifs, c'est-à-dire les chiens qui peuvent faire preuve d'agressivité dans certaines situations, mais aussi le délit de sale gueule sur les chiens de certaines races et bien entendu les manquements et les incohérences dans la législation en vigueur puisque les chiens dits d'attaque ou dangereux sont catégorisés par une loi non mise à jour depuis des décennies. Et puis, on parlera aussi de Lali, une minette des rues arrivée sur le chemin de vie de Marie-Camille comme une évidence. J'ai adoré faire cet épisode avec Marie-Camille, Zeus et Lali. C'est de là d'ailleurs qu'on entendra un peu sur l'épisode. Et pour la petite histoire, pourquoi j'ai voulu faire cet épisode avec Marie-Camille? Alors tout simplement parce qu'un jour, j'étais sur Instagram et que j'ai vu un post qui montrait Zeus avec sa grosse muselière. Et dans ce post, Marie-Camille expliquait qu'elle était un peu lassée d'entendre les gens critiquer le fait que son chien avait une grosse muselière en lui disant «pauvre bête, il est muselé, etc.» Et du coup, dans ce post, elle rappelait toute leur histoire, que s'il avait une muselière, c'était pour son bien dans certaines situations de vie, et que ça la fatiguait en fait d'avoir ce regard erroné des gens qui ne connaissaient pas son histoire, et que non, Zeus n'était pas un pauvre chien, mais probablement l'un des chiens aujourd'hui les plus épanouis sur Terre. Donc j'avais trouvé ce post génial, et je me suis dit, ok Marine, il te faut cette histoire sur le podcast, donc go, message à Marie-Camille, qui a accepté mon invitation avec beaucoup d'enthousiasme, et je la remercie encore. On s'est rencontrés à l'automne dernier chez elle, entourée du beau et impressionnant Zeus, de sa minette Lali, trop mignonne. Vous aurez toutes les photos des loulous sur la version YouTube de l'épisode, car oui, pour rappel, le podcast est disponible sur les plateformes d'écoute Apple Podcasts, Spotify, Deezer et également sur YouTube avec un habillage de photos. Donc quel que soit votre choix, pensez à vous abonner. Allez, désormais, je laisse la parole à mon invité du jour pour cet épisode que j'en suis sûre, vous allez aussi adorer. Moi, c'est Marie-Camille, j'ai 29 ans, j'habite dans la région lyonnaise et je suis pet-sitter, du coup, à mon compte depuis maintenant un peu plus d'1 an et demi. Et j'ai récupéré, du coup, Zeus et Lali, 2 animaux qui ont été abandonnés. Et tu faisais quoi avant, sans indiscrétion? J'étais dans les ressources humaines. J'étais dans les ressources humaines, en fait, et j'ai perdu mon papa en 2020 Désolée. et pendant mon master 2. Et en fait, du coup, j'ai fait une pause dans ma vie. En fait, j'étais en période d'essai et en fait, mon alternance, ils m'ont virée pendant mon période d'essai parce que je m'étais mis en arrêt maladie parce que j'avais perdu mon père. Ah, ok, sympa. Ouais. Et je me suis dit, en fait, plus jamais, je ne travaillerai pour quelqu'un. J'ai pas bossé pendant 2 ans. Et en fait, je me suis dit, j'ai envie de bosser avec les animaux. Faut que je trouve un truc comme ça. J'ai envie d'être à mon compte. J'ai plus envie de bosser pour personne. 1 an après la perte de mon papa, j'ai rencontré Zeus. D'où le métier que je fais aujourd'hui. Donc c'est lui qui t'a fait faire ce métier-là, en fait? Ouais, carrément. Ok. C'est lui qui m'a poussée et c'est grâce à lui où je me suis dit, en fait, c'est vraiment les animaux avec lesquels j'ai envie de travailler. Et j'ai envie d'en faire mon quotidien pour être au plus proche d'eux et pour pouvoir aider les propriétaires sur plein de sujets différents. 1 an après le décès de mon papa, j'ai pris mon appartement et du coup, un jour, j'ai une amie qui m'a appelée et qui m'a dit « Écoute Marie-Camille, j'ai besoin de toi. Il y a un chien qui est tout seul à la fessine. Je pense qu'il est perdu ou abandonné, je sais pas trop, mais est-ce que tu peux venir ?» Au final, j'y suis pas allée. Elle a réussi à amener le chien, enfin du coup Zeus, chez le vétérinaire et en fait, 1 heure avant, elle a croisé son propriétaire.
Son propriétaire lui explique que c'était un chien qui avant était un couple d'amis, pas forcément bien traité, et le couple d'amis s'est séparé, donc du coup ils ont abandonné Zeus et c'est le mec qui l'a récupéré. Et donc elle a parlé vite fait avec lui et elle me disait en fait qu'elle trouvait pas Zeus très à l'aise avec lui. Même lui, pas très cool, etc. Et donc une demi-heure après, elle a trouvé ce chien tout seul. Elle l'a emmené du coup chez le vétérinaire. Le vétérinaire l'a emmené à la SPA, enfin à la fourrière. Et elle a mis une annonce sur Pet Alert et le mec l'a contacté le lendemain pour lui dire bah c'est mon chien, il est où? Donc, affaire classée, ma copine lui dit bah, il est à la SPA, vous pouvez le récupérer. Il lui envoie un message 3 jours après, en mode j'ai récupéré le chien, merci beaucoup. Sauf qu'une semaine après, elle me rappelle et elle me dit écoute Marie, il faut que tu viennes. Il y a ce chien-là, donc Zeus, qui est encore à la fessine, sans collier, sans laisse, et on peut pas l'approcher. Il faut que tu viennes m'aider. Donc, du coup, j'y suis allée. On a essayé de l'attraper pendant 3 heures. La fessine, c'est un grand parc. Il se baladait de partout. Et au final, au bout de 3 heures, on a réussi à l'approcher et à l'attraper. Et vu qu'on avait le numéro du mec, on a essayé de l'appeler. Sauf qu'en fait, dès que je l'appelais et que je lui disais bah, c'est pour votre chien Zeus, il raccrochait. Donc je me suis dit, ça sent l'abandon. Donc j'ai essayé de l'appeler avec 15 numéros différents, j'ai essayé de lui envoyer plein de messages et il ne me répondait pas. Du coup, bah, on s'est retrouvés avec un chien sur les bras. Et en fait, une sensation trop bizarre quand j'ai vu Zeus pour la première fois quand on l'a attrapé. J'ai regardé un ami à moi et je me suis dit, en fait, c'est mon chien. Très caprice. Je me suis dit, je le veux. Je le veux et je sais pas, j'ai un truc pour ce chien. Au final, on a réussi à le placer chez une nana pendant une semaine, qui l'a pris avec son autre chien, un autre mâle qu'elle avait. Et au bout d'une semaine, elle m'appelle pour me dire écoute Marie-Camille, je pars en vacances, est-ce que tu peux prendre Zeus pour le week-end? Donc je lui dis écoute, pas de souci. Pas une seule fois j'ai eu peur ou pas une seule fois je me suis méfiée. Donc j'ai pris Zeus à la maison et en fait, gros coup de cœur. Pendant 24 heures, j'ai kiffé et c'était difficile parce que je voyais qu'il était traumatisé quoi. Dès que je levais la main pour prendre une assiette, il se faisait pipi dessus. Dès que j'avais le malheur de hausser un tout petit peu la voix, il tremblait pendant des heures et des heures. Ça a été très compliqué le week-end, mais très belle relation directement. Il a été très affectueux avec moi. Et du coup, bah, le dimanche soir, il fallait que je le rende à Mélodie. Et en fait, quand je l'ai rendu, je hurlais. Il pleurait. Enfin, la séparation a été super dure avec moi. Donc, du coup, j'ai dit à Mélodie, écoute, je vais le garder. C'est plus simple parce que moi, j'ai pas de chien à la maison. J'ai le temps, je travaille pas, donc je le garde. Donc, je suis repartie avec lui. C'était pas du tout prévu. Et en fait, je me suis dit, bah, je vais le garder en famille d'accueil le temps que je trouve quelqu'un qui veuille bien de ce chien, sachant que c'était compliqué parce que du coup, j'avais pas les papiers. C'est un chien quand même qui... Enfin, c'est un staff, donc du coup, la réglementation n'est pas la même pour tous ces chiens. Enfin voilà, si je me faisais arrêter par la police, j'avais pas les papiers, il était pas castré, enfin, il y a rien qui allait, quoi. Donc ça a été un peu compliqué, j'étais un peu perdue. J'ai pas été trop aidée à l'époque. J'ai eu la chance d'être accompagnée par ma vétérinaire qui a compris l'histoire. En fait, ces chiens-là, ils ont pas le droit de passer de main en main. C'est tout par la SPA ou tout par des associations. Ma vétérinaire, à l'époque, a accepté de le mettre à son nom pour pas que j'ai d'histoire. Donc, du coup, pendant 3 mois, en fait, ma vétérinaire a fait une demande à l'ancien propriétaire pour changer de nom. Et il avait 3 mois pour répondre oui ou non. Et en fait, elle l'a mis à son nom parce qu'en fait, quand on fait le changement de nom à l'ICAD, l'ancien propriétaire aurait mon nom, mon prénom, mon adresse. J'avais pas forcément envie d'avoir des représailles. Donc, du coup, pendant 3 mois, j'avais super peur parce que j'avais peur que le propriétaire dise bah, en fait, je veux le récupérer. Donc, du coup, le propriétaire n'a jamais répondu. Et en fait, pendant les 6 premiers mois, il était toujours pas à mon nom et je ne voulais pas l'adopter. Pour moi, c'était trop compliqué, en fait. J'avais un chien qui était terrorisé. Dans la rue, il voulait défoncer tous les autres chiens, mâles, chiots, femelles. En fait, je pense qu'il a pas du tout été sociabilisé. Je sais pas s'il a fait des combats, mais en tout cas, aucune sociabilisation. Et en fait, dès qu'il voyait un chien à 200 mètres, son objectif, c'était de tuer le chien, quoi. Donc, c'était difficile. Mais ça se passait bien dans la première famille pourtant, où elle avait un chien. Avec l'autre chien, ça se passait bien parce que je pense que la rencontre a été bien faite et en fait, à partir du moment, au bout d'une semaine où on l'a récupéré, en fait, avec moi, il a commencé à déclencher. Alors, est-ce que il a déclenché parce que il me protégeait et qu'il y avait autre chose? Je sais pas trop d'où c'est parti, mais en fait, il voulait tuer tous les chiens. Le seul chien, pareil, qui voulait pas me défoncer, c'était le chien de ma maman, du coup, mon labrador. Et les premiers mois ont été très compliqués en termes de sociabilisation parce que dans la rue, il grognait sur tout le monde. Dès que les gens s'arrêtaient pour me parler, il grognait. Ça m'a coupé dans ma vie sociale et en fait, je me disais, Marie-Camille, là, c'est bien, t'es en train de sauver un chien, mais est-ce que tu vas pas bousiller tes prochaines années parce que tout est compliqué, quoi. Du coup, j'ai fait pas mal d'annonces sur les réseaux sociaux pour lui trouver une famille. Malheureusement, pas grand monde était intéressé et les seules personnes qui étaient intéressées, bah, c'était que des gens où j'avais pas forcément confiance. Malheureusement, c'est des chiens qui
Enfin, c'est une deuxième paire de coucougnettes, quoi. Donc, on a un chien comme ça, ouais, on est un bonhomme, quoi. Donc, j'avais pas trop confiance et je voulais pas qu'il se retrouve dans une mauvaise famille. Donc, je l'ai gardé. Et en fait, au début, ouais, il remuait pas la queue. Son regard, il était triste. Il a mis 6 mois à battre de la queue. Et j'ai fait plein de trucs avec lui. Je l'ai emmené à la mer. Et petit à petit, j'ai beaucoup bossé avec lui, du coup, la réactivité. Et en fait, je faisais tout. Vu que je bossais pas, j'étais tout le temps avec lui. Et je vivais ma meilleure vie et lui aussi. Au bout de 6-7 mois, j'ai fait une soirée avec des amis. Donc là, à ce moment-là, Zeus, c'était au nom de ma vétérinaire. Pendant la soirée, j'ai dit à mon ami, bah écoute, je te laisse Zeus. Je vais retourner dans mon appart parce que j'ai oublié quelque chose. Donc, c'était dans une maison avec jardin clôturé. Je repars, sachant que Zeus connaissait tout le monde, donc il n'y avait pas de problème. Et elle m'appelle une demi-heure après en me disant, écoute, Marie-Camille, Zeus a fugué. Je pense qu'il t'a vu partir, il est parti. J'étais à une demi-heure de voiture. C'est un chien qui est réactif, qui veut tuer tous les autres chiens, qui n'est pas à mon nom. Donc, gros problème. Donc, j'appelle la police de cette commune-là pour leur dire, bah voilà, il y a mon chien qui a fugué, c'est un chien qui est assez compliqué, etc. Donc, je reviens en vitesse. Et en fait, j'avais trop peur qu'il se passe quelque chose parce que s'il était récupéré par quelqu'un, il serait allé à la fourrière, mais pas à mon nom. Et je voulais pas mettre en danger ma vétérinaire parce que c'est elle qui avait pris La responsabilité. voilà, de ce chien-là. Donc, du coup, on a stoppé la soirée. Il y a 20 personnes qui sont venues m'aider à le récupérer. J'ai cherché dans toute la commune. Et en fait, au bout de 20 minutes de recherche, j'ai un pressentiment et je me dis, Marie-Camille, arrête-toi là. Donc, je me mets frein à main, warning, en plein milieu de la route, je me pose pas la question. Et je m'arrête à un arrêt de bus et il y avait des jeunes. Et donc, je leur demande s'ils ont pas vu un staff. Ils me disent, si, il est là-bas dans un champ avec plein d'enfants. Je me dis, oh punaise. Donc j'y vais. Et en fait, Zeus était entouré de 10 gamins qui jouaient avec lui. Et en fait, quand il m'a vu, il m'a sauté dans les bras. Et là, quand je l'ai retrouvé, mais je me suis effondrée en larmes. Déjà très contente de l'avoir retrouvé parce que j'ai eu la peur de ma vie. Très contente qu'il ne se soit rien passé et que l'histoire se finit bien. Et donc, du coup, le lendemain, j'étais chez ma vétérinaire et je lui ai dit, ok, c'est bon, je pense que je le savais depuis le début que c'était le mien. Mais là, je l'adopte. Après des hésitations et des doutes, Marie-Camille adopte Zeus officiellement. Pour la suite, on aborde une question complexe et souvent mal comprise, la catégorisation des chiens dits dangereux, qu'ils soient qualifiés de chiens d'attaque ou de chiens de garde et de défense, deux catégories qui incluent notamment les chiens de type staff. Et vous allez entendre la complexité de cette catégorisation et ce qu'elle implique au quotidien, ce que nous explique Marie-Camille. Les catégories, comment ça marche? En gros, c'est le staff est catégorisé dans tous les cas. C'est soit il est catégorie 2 parce que c'est un staff qui est LOF, donc pure race, soit il est catégorie 1 parce qu'il n'est pas au LOF. Du coup, un chien qui n'a pas les papiers LOF est catégorie 1, sachant que la catégorie 1 en France, c'est une interdiction pour tout. Les catégories de chiens, en fait, sont faites pour interdire petit à petit et diminuer ce genre de race. Du coup, la catégorie 1 en France, donc c'est ce que je te disais, c'est des chiens qui sont pas LOF, c'est port de la muselière obligatoire constamment. Interdiction dans les lieux publics, donc au restaurant, dans les parcs, dans les parties communes, des immeubles. Enfin, en fait, il n'a pas le droit d'exister, ce chien. Il doit être castré, tu dois avoir un permis de détention pour promener ton chien. Enfin, tout est fait pour que ce soit horrible. La catégorie 2, c'est un peu plus souple, mais ça reste des contraintes, ça reste la muselière, ça reste... C'est des chiens dits dangereux. Et en fait, si tu veux, donc la catégorie 2, c'est staff, etc. Et la catégorie 1, ils sont appelés pitbull. Sauf qu'en fait, c'est pas correct. La loi est très mal faite parce qu'un pitbull, c'est pas du tout ça. Oui, Un clairement. pitbull, en fait, en Amérique, c'est une race à part entière. C'est au même titre qu'un labrador, qu'un cocker, qu'un staff. C'est une race à part entière. En France, la race des pitbulls n'existe pas. En fait, les pitbulls qu'on appelle en France, c'est les staffs qui sont catégorie 1. C'est une catégorie poubelle. C'est pour ça, les gens font beaucoup de confusion sur ça. Mais en France, un pitbull, ça veut rien dire, quoi. Pour faire catégoriser ton chien, tu dois passer chez le vétérinaire et passer une diagnose. Tu as des vétérinaires qui sont certifiés justement pour faire la diagnose de ce genre de chien. Elle va prendre toutes les mesures. S'il y a 1 centimètre qui est plus grand ou plus petit, tu peux décatégoriser ton chien. En fait, ça se joue tout à la mesure et au faciès du chien. Donc la diagnose, elle va regarder toutes ces mesures. Sa hauteur, son garrot, son museau, son crâne. Et s'il rentre dans les mesures parfaites du staff, il est catégorisé. Donc s'il est catégorie 2, dans tous les cas, il est LOF. Et s'il rentre dans la catégorie parfaite du staff en termes de morphologie, il passe catégorie 1. Comme je te disais, c'est plein de complications. Oui, c'est pas simple. Ouais, c'est compliqué. La catégorie en France, elle est compliquée. Stop. On arrête de se lécher les pattes. Petit chouchou, il a des grosses patounes. Ouais. Tu vois, pareil, quand t'es catégorie 1, le maire de la commune a le droit de refuser un chien comme ça sur sa commune. Ouais. Voilà. T'es un paria, quoi. Bah en fait, c'est ça. C'est comme je te disais, ils font tout pour réduire cette race-là en France. Ils y arrivent pas trop parce que depuis quelques années, c'est la mode et que c'est très mal contrôlé. Tu vois, ça fait 4 ans que j'ai Zeus, j'ai été contrôlée une fois. Alors parce que je pense que si je passe bien et que je suis une fille et que si la police contrôlait tous les gens dans les quartiers avec les staffs, même en ville, il y aurait beaucoup de problèmes parce que
rien n'est fait correctement aujourd'hui, Ok. quoi. J'ouvre une parenthèse pour compléter le propos de Marie-Camille et faire un point juridique sur la catégorisation des chiens dits d'attaque et de défense en France. Déjà, il faut bien comprendre qu'en droit français, l'expression chien catégorisé ne renvoie ni à un jugement moral, ni à une dangerosité individuelle du chien avérée. En fait, comme l'a expliqué Marie-Camille, il s'agit d'une classification juridique créée par la loi, fondée sur l'apparence morphologique ou la race, et non sur le comportement réel du chien. Cette classification entraîne des obligations lourdes pour les détenteurs de ces chiens, beaucoup d'interdictions sans que le comportement réel de l'animal ne soit pris en compte. Donc, cette classification apparaît dans la loi numéro 99-5 du 6 janvier 99 relative aux chiens dangereux et intégrée aux articles L211-11 à L211-16 du Code rural et de la pêche maritime. Je vous résume le texte parce que c'est un peu long, mais en gros, les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet de mesures spécifiques sont répartis en deux catégories. Première catégorie, les chiens d'attaque. Deuxième catégorie, les chiens de garde et de défense. Objectif du législateur à travers ce texte ? Prévenir les risques de morsure et d'atteinte à la sécurité publique dans un contexte médiatique et social très tendu à la fin des années 90. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette loi n'a pas été pondue par hasard et qu'en fait, à la fin des années 90, plusieurs cas de morsures graves, parfois mortelles, avaient été largement relayés par les médias, suscitant une vraie inquiétude chez beaucoup de Français. Il y a eu aussi un moment une émergence des chiens dits molossoïdes, pitbull, etc., donc des staffs, une mode importée des États-Unis, et c'était malheureusement des chiens associés à des dressages agressifs ou à des contextes de délinquance, et c'est ce climat de peur et d'insécurité, même si les accidents restaient en réalité très rares, qui a poussé les dirigeants politiques à créer en 1999 une loi très stricte sur les chiens dits dangereux, fondée sur l'apparence et non sur le comportement individuel. Concernant la catégorie 1, les chiens d'attaque, Marie-Camille l'a dit, c'est une catégorie fourre-tout, poubelle, qui alourdit juridiquement et de manière conséquente le quotidien des propriétaires de ces chiens-là et qui concerne donc les chiens non inscrits au LOF, assimilés à certaines races sur la base de leur morphologie. Alors on rappelle ce que c'est que le LOF, le livre des origines françaises, c'est un registre officiel géré par la Société Centrale Canine qui recense les chiens de race en France. Un chien inscrit au LOF, c'est un chien dont les parents sont inscrits aussi, dont la généalogie est connue et tracée et qui correspond aux standards officiels d'une race par sa taille, sa morphologie et certains traits de son caractère. En résumé, le LOF, c'est la carte d'identité officielle d'un chien de race qui permet de garantir que le chien appartient bien à une race connue et surtout de faire une distinction juridique claire entre un chien de race et un chien de type croisé. En fait, c'est cette distinction administrative finalement et non fondée sur le caractère du chien qui est fondamentale dans la loi sur les chiens catégorisés. On va considérer administrativement que le chien peut être dangereux parce qu'il a telle ou telle particularité physique. C'est vraiment basé sur le physique, pour ne pas dire sur le faciès. On va avoir un staff, un molossoïde, et automatiquement on va se dire il a l'air méchant et on va penser que c'est un tueur, alors que ça peut être des chiens très affectueux et sans aucune agressivité. Donc dans la catégorie 1, chiens dits d'attaque, et je le redis, même s'ils sont adorables, équilibrés, bien éduqués, etc., les chiens non inscrits au LOF, mais assimilés à certaines races pour leur apparence physique. On va retrouver le staff, ici appelé pitbull, comme l'a dit Marie-Camille, mais aussi les chiens de type mastiff, de type boerbull. Le boerbull, c'est un grand chien qui ressemble à un mastiff, mais qui est origine d'Afrique du Sud. Donc en gros, tout chien qui leur ressemble morphologiquement sans papier se retrouve dans cette catégorie. Et puis, on a aussi tous les chiens apparentés à la race Tosa Inu, qui est en fait un dog japonais. Pour ces chiens-là, les conséquences juridiques pour les propriétaires sont lourdes et incluent, comme l'a dit Marie-Camille, l'interdiction d'acquisition, de cession de ces chiens, de les passer de main en main en fait, l'interdiction de leur reproduction, d'accès à certains lieux publics, obligation du port de la muselière pour le chien, d'être tenu en laisse, d'être vacciné contre la rage, d'être déclaré en mairie, d'avoir une assurance de responsabilité civile pour le propriétaire, d'avoir un permis de détention du chien, une attestation d'aptitude pour la détention du chien, etc. On voit à quel point c'est très lourd. Et dans la catégorie 2, on a les chiens dits de garde et de défense, les chiens inscrits au LOF, donc avec une traçabilité de leurs origines, qui concerne toujours donc le fameux staff, mais LOF, le Rottweiler. Alors lui, qu'il soit LOF ou non LOF, il se retrouve dans cette catégorie 2. C'est une particularité très singulière de la race. Et on retrouve aussi le Tosa Inu, qu'on a mentionné juste avant, mais le Tosa Inu LOF. En gros, c'est le même chien physiquement que la catégorie 1, mais ils ont des papiers de traçabilité de leurs origines, donc ça passe mieux, et hop, catégorie 2. Donc dans la catégorie 2, leur détention est légale, leur reproduction est autorisée, leur cession est possible sous condition, mais ça reste quand même très encadré. Pour les deux catégories, il y a également un encadrement des propriétaires de ces chiens-là, qui doivent être majeurs, ne pas être sous tutelle, ne pas avoir de condamnation inscrite au bulletin numéro 2 du casier judiciaire.
c'est-à-dire les condamnations incompatibles avec la détention d'un chien catégorisé, les condamnations les plus graves en fait, que ce soit atteinte aux personnes, mais aussi infractions graves, et évidemment les actes de cruauté envers un animal, les mauvais traitements, les abandons volontaires, etc., etc. Comme cette catégorisation repose sur le physique du chien, Marie-Camille l'a expliqué, avec des mesures prises lors d'une diagnose pratiquée par un vétérinaire agréé pour l'examen, certains chiens peuvent ne pas être catégorisés si par exemple ils ont quelques centimètres de hauteur au garrot en moins ou en plus, le bout du museau trop court, etc. C'est vraiment une mesure très précise basée sur le cahier des charges de la race. C'est d'ailleurs le cas de Zeus, qui n'est pas catégorisé parce qu'il ne matchait pas au centimètre près les mesures du staff. Une fois la diagnose effectuée, le propriétaire repart avec un certificat et doit faire la demande d'un permis de détention du chien en mairie. J'ai cité 5 races en tout qui peuvent se retrouver dans ces deux catégories, l'American Staffordshire Terrier, le Mastiff, le Boerboel, le Tosa Inu et le Rottweiler, ce dernier uniquement pour la catégorie 2. Donc on voit finalement qu'il n'y a pas tant de races concernées que ça par cette loi. Et c'est important de le rappeler parce que toutes les autres races ne rentrent pas dans ces catégories, parce que c'est là qu'il y a aussi beaucoup d'amalgames et que ça crée des préjugés. C'est-à-dire que le Staffordshire Bull Terrier, autrement appelé le Staffy, l'American Bully, le Canet Corso, le Dog argentin, le Berger allemand, le Doberman ou encore le Malinois ne sont pas des races de chiens catégorisées en France. Ce qui est important de rappeler aussi, c'est encore une fois que la loi ne se fonde pas sur le comportement individuel du chien, il en fait une généralité par son apparence physique et par ses origines administratives en se basant sur le fameux LOF. Alors qu'un chien catégorisé peut être tout à fait équilibré, bien sociabilisé et ne jamais manifester d'agressivité de sa vie. Mais il sera quand même catégorisé s'il rentre dans les critères physiques mesurés par la diagnose. Et pourtant, de nombreuses études scientifiques montrent que le risque de morsure dépend surtout du contexte, de l'éducation du chien et de l'influence humaine sur le chien, et non de la race seule. Donc c'est quand même très réducteur. Et c'est d'ailleurs là que beaucoup de professionnels du chien et des scientifiques dénoncent une incohérence au sein de cette loi sur les chiens catégorisés, parce qu'en fait, elle ne repose pas sur des données scientifiques solides en matière de comportement. Dans ce qui influence réellement le comportement du chien, on retrouve sa sociabilisation précoce, son environnement de vie, les méthodes d'éducation utilisées, son état de santé et surtout les pratiques humaines autour de lui. Et pourtant, la loi française en vigueur fait exactement l'inverse, puisqu'elle juge un chien sur son apparence physique, sans jamais s'intéresser à l'individu qu'il est réellement, à son histoire et aux humains qui l'entourent. Encore une fois, la morphologie du chien ne prédit ni l'agressivité, ni la dangerosité, et encore moins le risque de morsure. C'est expliqué par de nombreux vétérinaires comportementalistes. Pour conclure là-dessus, on peut dire que 26 ans après sa mise en place, cette loi ne protège pas efficacement, les chiens catégorisés sont contrôlés, leurs maîtres ne peuvent pas faire grand-chose dans l'espace public avec eux, ils sont muselés en permanence, etc. Mais en réalité, cette loi détourne l'attention des vrais leviers de prévention, qui sont plutôt la responsabilisation des humains dans l'éducation de leurs chiens, dans la bientraitance du chien, dans le fait de respecter ses besoins physiologiques selon son type, sa race, c'est-à-dire de lui offrir la dépense d'énergie dont il va avoir besoin, etc. D'ailleurs, cette loi en vigueur depuis 1999, donc ça fait 27 ans, il faut quand même dire qu'elle a connu des petites évolutions, notamment en 2008 avec l'arrivée d'une évaluation comportementale complémentaire du chien, mais j'en ai pas trop parlé parce qu'elle ne change absolument rien à la catégorisation physique, car peu importe son résultat, qui peut aller de 1 à 4, 1 ça veut dire qu'il n'y a aucun risque particulier à soulever avec ce chien, et 4 ça veut dire que le chien est un risque élevé pour la sécurité des personnes, en gros. Peu importe ce résultat donc, puisque si le chien est noté 1, et donc qu'il est avéré qu'il ne présente aucun danger pour les humains, il ne sortira quand même jamais de sa catégorie. C'est donc à mon sens une mesure qui complète inutilement la loi, qui est à questionner encore une fois dans une société qui évolue et qui semble évoluer dans le bon sens, puisque les regards portés sur ces chiens-là ne sont plus les mêmes, ce que nous confie Marie-Camille. Les mentalités changent un peu. C'est plus du tout le même regard que j'ai aujourd'hui qu'il y a 4 ans. Il y a 4 ans, il n'y avait pas beaucoup de staff, de staffy. Aujourd'hui, t'en vois de partout, quoi. On m'a très peu contrôlée, on m'a très peu demandé les papiers de Zeus. Je suis acceptée de partout. Parce que, comme je te disais, la race des staffs, maintenant, c'est un peu plus répandu. Donc, je peux aller au resto avec mon chien, je peux faire plein de choses. Et ça, c'est cool. Et t'as toujours une muselière sur toi où les gens sont regardants là-dessus dans les commerces ou les restos où tu vas? Non, t'es pas embêtée là-dessus? Alors, comme je te disais, dans les commerces, en vrai, j'ai de la chance parce qu'à chaque fois, je tombe que sur des personnes ultra cool et ultra bienveillantes. Zeus a la muselière. Alors, du coup, quand je suis en laisse courte, non.
Les sorties d'hygiène, je lui mets pas la muselière. Par contre, en forêt, je lui mets parce qu'il est en libre. Il a plein de copains aujourd'hui, parce que du coup, c'est mon métier de bosser avec les chiens. C'est le chien réactif qui a le plus de copains au monde. Il en a plus de 50. Du coup, avec les autres chiens avec qui je bosse, ça se passe super bien, mais quand il connaît pas, il attaque. Donc du coup, je lui mets la muselière pour le protéger lui et pour protéger les autres. C'est une grosse muselière en cage. Ça veut dire que voilà, il peut boire, il peut manger avec, il peut faire plein de trucs. Et du coup, j'ai souvent des réflexions dans la rue. J'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent mais il n'est pas censé porter une muselière, ce chien, mais il doit être muselé. Je dois garder mon calme en mode tu connais rien du coup à la catégorisation, aux lois sur ce chien-là. T'es pas vétérinaire. Encore une fois, tu me poses la question gentiment, je te dirai si oui ou non il doit porter une muselière. En l'occurrence, le mien n'a pas besoin de porter une muselière et je sais ce que je fais. Et du coup, quand il y a des situations à risque, je lui mets la muselière et quand il n'y a pas besoin, je lui mets pas quoi. Mais la muselière fait peur. Ça change direct le regard des gens. Alors après, moi, j'ai des muselières, elles sont plein de couleurs, donc je pense que ça apaise un peu son image. Mais ouais, les gens, dès qu'ils voient un chien comme ça, avec une grosse muselière en cage, bah ça fait... C'est un monstre. Ouais, c'est ça, ouais. Bah clairement, ouais, dans la rue, des fois, j'ai l'impression de promener un monstre de la laisse, quoi. Marie-Camille revient à présent sur la prise en charge de Zeus, les difficultés qu'elle a rencontrées, le manque d'aide, le regard des gens et même au début le regard de sa famille. Et je précise que là, pendant qu'on enregistre, Marie-Camille a la balle de Zeus dans les mains et qui porte sur elle un regard très insistant et vous allez comprendre à quel point cette balle a une importance particulière dans sa vie. Il y a 4 ans, c'était vraiment dur à vivre pour moi parce que en fait, je venais de récupérer un chien qui était dans une détresse terrible. Moi, j'étais dans une détresse terrible parce que j'étais toute seule. On m'a pas accompagnée sur l'éducation. Avec du recul, je me dis c'est dangereux ce que j'ai fait parce que j'ai récupéré un chien, je connais pas son passé, qui est ultra puissant, qui est très mal vu. Et en fait, c'était très compliqué dans la rue parce que les gens portaient un regard sur moi comme si j'étais un extraterrestre. Et moi, dans ma tête, je me disais mais si vous saviez d'où il vient, ce que j'ai fait pour lui, il n'y a pas plus belle histoire. Donc ouais, non, ça a été très compliqué à l'époque, le regard des gens sur lui. Et toi, t'as jamais eu peur? Jamais. Avec du recul, c'est ce que je te disais, je pense que si c'était à refaire, je le referais pas comme ça, parce que c'était très inconscient de ma part. J'ai eu beaucoup de chance de tomber sur un chien ultra docile et j'ai eu une très forte relation, mais je pense que je prendrais plus de précautions, parce qu'en fait, je l'ai pris directement chez moi et il m'a jamais attaqué. Il m'a fait 2-3 attaques redirigées. En gros, une attaque redirigée, c'est quand il voit un chien, j'ai la laisse dans les mains, il peut pas du coup attaquer le chien. Donc en fait, le chien va se retourner et va se décharger sur ce qu'il peut. Donc c'est soit il va attaquer la laisse, soit il va attaquer l'humain qui l'empêche d'y aller. Donc il m'a 2-3 fois fait une attaque redirigée sur moi. Dès qu'il voit que c'est moi, tu vois, il m'a pas mordu ou quoi. Mais volontairement, il m'a jamais fait de mal. J'ai eu beaucoup de chance. Je pense que j'ai réagi comme ça aussi parce que je venais de perdre mon père 1 an avant. J'avais besoin d'être sauvée. Et en fait, en le sauvant lui, je me suis sauvée moi, en fait. J'avais besoin de m'occuper de quelqu'un d'autre que moi. Et il était encore plus malheureux que moi. Donc, ça m'a fait du bien. Mais ça a été compliqué au début avec ma famille. Tu es malheureux, t'as pas ta balle. Après, mon amour. Oui, c'est ça aussi. Je voulais aussi que tu nous parles du regard de ta famille, de comment ça a été accueilli dans ton entourage, parce que tu t'es retrouvée très seule avec cette décision. Alors, très mal. En gros, quand j'ai annoncé ça à ma mère, en même temps, j'avais mes 2 frères qui étaient en train d'adopter 2 bergers australiens de 2 mois, incroyablement mignons. Donc moi, je passais pour le vilain petit canard qui adopte un pitbull, qui est agressif, qui a envie de tuer tout le monde. Donc du coup, ma mère m'a dit, en fait, tu fais n'importe quoi, c'est dangereux, tu vas te pourrir la vie avec ce chien-là. Donc je me suis embrouillée très fort avec ma maman. Mes grands-parents, c'est pareil. En fait, tout le monde avait peur, déjà parce que c'est des préjugés énormes sur cette race-là. Et on m'a pas trop soutenue au début. Après, ils savaient en fait l'amour que j'ai pour les animaux et mon choix, c'était de l'aider. Donc au début, je leur avais dit, voilà, c'est juste en famille d'accueil, c'est pas une adoption. Mais ils l'ont très mal pris. Mes amis aussi, ça a été un peu compliqué. Ils m'ont soutenue dans ma démarche. Mais quand ils venaient à la maison, il y avait beaucoup d'appréhension, etc. Et aujourd'hui, 4 ans après, ma famille, ils sont fans de Zeus. Mes grands-parents, quand je viens les voir toute seule, ils me disent, mais t'as pas pris de Zeus? Ma mère adore le garder. Dans la famille, on a beaucoup de chiens. Et elle me dit tout le temps que c'est le plus gentil. Mes amis l'adorent. Enfin, vraiment, mon entourage ont changé de vision sur les staffs. Et pour le coup, mon grand-père, il a un lien avec Zeus, c'est beau. Donc, ça a pris un peu de temps, mais aujourd'hui, il fait partie intégrale de la famille et tout le monde est très content. C'est super. Ouais. Et il s'entend bien avec les autres chiens, du coup, de la famille? Ouais, parce que du coup, en fait, c'est les premiers chiens qu'il a vus. Ça s'est toujours bien passé, sachant que du coup, mes 2 frères ont adopté les 2 bergers australiens. C'était 2 mâles. Ma maman, du coup, on avait un chien familial. C'était un labrador, c'était un mâle. C'était compliqué avec les chiens, mais d'autant plus avec les mâles. Et en fait, 4 ans après, il n'y a jamais eu de bagarre, jamais rien eu. Ça s'est toujours bien passé. Et en fait, à partir du moment où Zeus connaît les chiens,
chiens, il est super gentil, quoi. On peut lui monter dessus, lui arracher les oreilles. Il est même trop soumis et trop gentil, quoi. Mais du coup, comme tu me disais, dans son passé, il connaît pas les chiens et là, il a envie de les tuer pour raccourcir. Ouais. C'est quoi la transition qui fait enfin, il y a forcément un moment où il connaît pas le chien, tu vois? Et du coup, là, Ouais. l'appréhension, elle doit être forte. Ouais, alors au début, j'ai mis longtemps à savoir en fait comment je pouvais présenter, comment je pouvais faire. Petit à petit, en bossant avec lui, j'ai essayé plein de méthodes différentes et je me suis rendu compte que la balle, c'est quelque chose d'incroyable avec Zeus. Dès qu'il y a une balle, je peux faire venir 10 chiens sur lui. Il en a rien à faire. Donc en fait, du coup, ce que je fais, c'est que maintenant, quand on croise un chien dans la rue et qu'il le connaît pas, Zeus va grogner parce qu'il connaît pas le chien. Et quand j'ai envie de présenter, du coup, bah, je mets la muselière, je prends la balle et Zeus, en fait, on n'a plus rien à faire du chien. Donc on marche, etc. Et à partir du moment où le chien a été senti et qu'il est resté un peu avec nous, le chien fait partie de notre meute et en fait, c'est OK. Et au bout de 10 minutes, je peux lui enlever la muselière et c'est vraiment en fait le premier contact. Je pense qu'il y a eu aucune sociabilisation avec ce chien ou alors que si elle a été faite, elle a été très mal faite par justement, on te force à être agressif. Et du coup, maintenant, c'est son premier réflexe que j'arrive à enlever. On arrive à faire des croisements où il déclenche pas, ça va beaucoup mieux qu'avant. Il a vécu quand même 2 ans justement avec cette agressivité. Mais aujourd'hui, en fait, dès que ça fait partie de ma meute, tout est OK, quoi. Mais la balle, ouais, c'est vraiment le truc. Bien joué. Ça, mais donne-lui, hein, il me fait de la peine. Tiens, tu prends doucement et tu vas à ta place. Petit chou. De ta place. Mais tu vois, Il est quand je l'ai adorable. récupéré, c'était compliqué parce que du coup, c'est ce que je te disais, il y avait ce truc de il était malheureux, il se faisait pipi dessus, il tremblait, ouais. il connaissait pas son prénom, il connaissait pas le assis, le coucher. En fait, il ne savait rien, rien du tout. Il a fait tout son apprentissage avec moi, du moins le bon côté de l'apprentissage. Parce que du coup, je sais pas trop ce qu'il a vécu pendant 2 ans, mais Ouais, mais je trouve ça quand même super beau, justement un chien où tu connais pas toute sa vie, ce qu'il a pu vivre et tout, c'est pas du truc très, très cool certainement et que c'est des chiens en plus, réactifs et cetera. Mais c'est un beau message d'espoir en fait de dire que même un animal avec un passif, peut avoir une autre vie et peut avoir une chance en fait. en fait, je pense que ce qu'il faut vraiment que les gens comprennent, c'est qu'avec beaucoup d'amour et beaucoup, 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 beaucoup de patience, rien n'est impossible. J'ai eu de la chance parce que j'ai eu un chien ultra compliqué, mais aussi très facile parce qu'en fait, c'était pour moi une évidence. Je pense que j'ai un lien déjà avec les animaux et avec Zeus, ça a été décuplé. Donc j'ai eu beaucoup de chance, mais aussi beaucoup de patience. C'est ce que je disais. Les 2 premières années, je pleurais tout le temps. Faut rester calme parce que l'éducation de ce genre de chien qui est terrorisé, je peux pas faire la même éducation avec un autre chien. Tu vois, quand il y a des propriétaires qui punissent leurs chiens, tu vois, ils vont élever la voix. Enfin voilà, c'est juste une punition. Zeus, pendant 2 ans, je pouvais pas faire ça, quoi. Parce que dès que j'élevais la voix, c'était pour lui... Enfin, j'allais lui fracasser la gueule, quoi. Donc c'est une approche complètement différente, mais j'ai été très patiente et je lui ai donné tout l'amour que j'avais à lui donner. Et aujourd'hui, mais il me le rend... On le sent-tu plus. Ah ouais. Comment t'as fait? T'es partie de rien, t'as eu un chien comme ça, tu t'as fait quoi? Tu t'es tournée vers Internet. Comment t'as fait pour réfléchir à comment je peux l'aider, ce chien? Tu vois, quoi faire pour le comprendre déjà? Rien. Ok. En gros, j'avais contacté, du coup, quand je l'ai récupéré, des éducateurs pour leur dire, bah, j'ai trouvé un chien dans la rue qui est ultra réactif, il fait mon poids, bah, j'ai besoin d'aide, quoi. J'ai pas été aidée. J'ai contacté plein d'associations, j'ai pas été aidée, j'ai pas été soutenue. En fait, je me suis vraiment retrouvée toute seule. Encore aujourd'hui, hein, j'en suis consciente, la protection animale, on est seul, en fait, parce qu'il y a tellement de cas comme Zeus que bah, j'ai pas été entendue et c'est pas grave. Je me suis pas documentée, j'ai rien fait du tout. En fait, j'ai tout fait au feeling. Je pense que j'ai fait des erreurs, mais j'ai fait aussi beaucoup de choses bien. Et aujourd'hui, je suis très fière de lui parce que, comme je te disais, il a plein d'amis, je fais plein de trucs avec lui, il fait du paddle, il fait du canoë, on va en montagne, on fait beaucoup de bivouac. Enfin, tout ce que je fais, en fait, il le fait avec moi. Donc, Bah, tant qu'il est avec toi, je pense qu'il est serein. Ouais. Je pense qu'il a confiance dans l'activité. T'arrives à le faire garder, du coup, à te séparer de lui? Ouais, elle le garde, ta mère, tu disais. Ouais, alors du coup, c'est vrai qu'avec le passé qu'il a, la seule chose qui reste encore un peu compliquée, donc c'est la réactivité, mais c'est aussi l'hyperattachement. Et il a un lien, pour moi, c'est dès que je pars, c'est la fin du monde. Je pense que demain, s'il m'arrive quelque chose ou si je l'abandonne, je pense qu'il se laisse mourir. Donc l'hyperattachement est très compliqué. Les seules personnes qui le gardent, c'est ma mère, avec qui ça se passe très bien, et mes frères. C'est un chien qui est compliqué, comme je te disais. Faut être à l'affût dès qu'on croise un chien. T'as pas le droit à l'erreur, en fait, parce que l'erreur peut être fatale. Et mes frères gèrent très bien et ma mère gère très bien. C'est pas que j'ai pas confiance. Déjà, excuse-moi. Non, Zeus, t'inquiète. tu descends. Non, descends. Descends. On se calme le bulbe. Attends, je vais le mettre dans la chambre, comme ça, il fera pas de bruit. La vache. Va là-bas. Ouais, il est puissant. Tu
Tu vois, je peux le laisser à des amis la journée, etc. Ça se passe bien parce qu'il adore mon entourage et qu'il est super affectueux. Mais tu vois, sur une garde d'une semaine, je le laisserai pas à une pet-sitter. Enfin, même pour le promener dans la rue, je l'ai jamais laissé à quelqu'un d'autre que ma famille et mes amis, quoi. Ok. Et justement, il a pas d'appréhension plus que ça avec les hommes par rapport à ce qu'il a vécu? Au début, ça a été compliqué. Déjà, dans la rue, comme je te disais, il grognait sur tous les hommes. Et quand j'ai une vie amoureuse aussi, les premiers garçons que j'ai rencontrés quand j'étais avec Zeus, ça a été un peu compliqué. Zeus était beaucoup sur la réserve. C'est déjà arrivé qu'il grogne sur un de mes anciens copains parce que le garçon a demandé à Zeus de descendre du canapé. Zeus n'a pas voulu. Il a grogné, donc ça m'a fait un peu peur. Et aujourd'hui, tous les hommes dans ma vie, ça se passe très bien. Il est très proche de l'homme. Tu vois, les garçons que j'ai pu fréquenter, Zeus était super proche d'eux. Encore aujourd'hui, tu vois, mes frères, il est ultra proche. Quand il connaît pas, il continue à grogner sur un homme, mais il a plus du tout l'appréhension de la main. Tu vois, si par exemple, je lève la main devant lui pour faire comme si j'allais le frapper, il a plus du tout peur. C'est limite, il saute sur ma main pour une caresse. Je pense que j'ai effacé ce côté de avec ma main, je peux te faire mal. Par contre, si demain, tu vois, ça m'est déjà arrivé dans la rue de m'embrouiller avec quelqu'un, ça a été assez violent. Il y a eu beaucoup de gestes avec les mains. Et dès que c'est quelqu'un d'autre qui connaît pas, qui va lever la main, par contre, là, ouais, tu sens qu'il y a des restes de passé, mais plus du tout avec moi. En fait, comme je te disais tout à l'heure, c'est comme pour les chiens. À partir du moment où ça fait partie de ma meute, humain ou chien, en fait, dès que ça me touche à moi, tout est OK, en fait. Il a une confiance en moi. Enfin, ce chien, je pourrais lui faire n'importe quoi, lui faire passer dans n'importe quel endroit. Tant que j'y vais, moi, il y va, quoi. Donc ouais, non, c'est beau. C'est une très belle histoire entre vous. Donc du coup, tu as changé de métier par rapport à ton chien pour... Enfin, c'est un peu ça, hein? Ouais, c'est ça. En fait, donc j'étais dans les ressources humaines. J'ai décidé d'arrêter mes études, donc du coup, suite au décès de mon papa. J'ai eu Zeus et en fait, pendant un an, je savais pas trop, je me cherchais un petit peu. Et en fait, au bout d'un an, je me suis dit, mais Marie, t'as récupéré un chien qui est réactif au possible, qui a été super compliqué, bosse avec les animaux parce que tu vas pouvoir aider plein de propriétaires. Donc du coup, j'ai fait pas mal de formations dans l'éducation. Donc j'ai pu bosser sur Zeus. Et en fait, je me suis dit, t'as réglé 80% de sa réactivité, fais-le. Lance-toi, va bosser avec les chiens. Donc au début, j'ai fait pas mal d'éducation et beaucoup de pet sitting. Et je me suis dit, j'ai envie de profiter de ma vie. J'ai envie d'être dehors. J'ai envie d'être au contact des animaux parce que c'est ce qui me fait du bien. Et j'ai surtout aussi envie de trouver un métier qui fasse que je peux travailler avec Zeus tous les jours. Parce que j'ai besoin d'être avec lui au même titre. Comme je disais, il y a beaucoup d'hyper-attachement de son côté, mais du mien aussi. Il y en a beaucoup du mien. Ouais, vous êtes en fusion, en fait. Ouais, je l'ai sauvé de sa misère parce que je pense que s'il serait retourné à la SPA, clairement, il se serait fait piquer parce qu'il y a beaucoup trop de chiens réactifs et beaucoup trop de chiens dans son genre là-bas. Donc du coup, ouais, je pense que je lui ai clairement sauvé la vie, mais il m'a sauvé aussi parce que j'étais en dépression, parce que je me levais plus le matin et parce que j'étais tellement triste d'avoir perdu mon père. Et je pense que ça a été mon signe pour me dire ok Marie, tu changes de métier, tu vas bosser avec les animaux. Et du coup, aujourd'hui, je vis de ma passion, je suis avec des chiens tous les jours, j'ai aidé plein de propriétaires. Dans l'éducation, maintenant, j'en fais un peu moins. Je fais plus de balades. Je peux bosser avec Zeus, il connaît tous mes chiens. Et du coup, en faisant ce travail, tes formations et tout, tu as vu des choses qui t'ont aidé pour Zeus ou finalement tu te dis, ah, j'avais quand même des bonnes bases? J'avais quand même des bonnes bases, ouais. Je Bien pense sûr. que déjà, travailler avec les animaux, c'est très par passion et c'est très intuitif. Tu vois, tout ce que j'ai appris pendant ma formation, je le savais et j'ai pas appris grand-chose de nouveau. Il y a plein de méthodes différentes, donc j'ai peut-être appris des biais différents que je connaissais pas. Mais non, en fait, ouais, quand j'ai fait tout ça, je me suis dit, en fait, ouais, t'es quand même calée sur beaucoup de sujets, notamment la... Je suis désolée. C'est pas grave. Ça va, la vie? Ça t'amuse? Ça t'amuse, la petite touffe? Alors là, ce qui vient de se passer, c'est Lali, la minette de Marie-Camille, dont on va parler un peu plus loin, qui a donné un coup de patte dans la petite touffe, donc la bonnette de mon micro-cravate, et ça m'a fait tellement rire au dérochage que j'ai décidé de laisser ce petit passage. Pas d'impatience Lali, oui on va parler de toi bientôt, mais pour le moment, retour sur Zeus. Ouais, du coup, notamment sur leur activité, je me dis en fait, c'est cool parce que j'ai pas fait tant d'erreurs que ça, sans avoir eu avant de diplôme ou de formation ou d'être guidée par un éducateur. Donc, j'ai fait du bon boulot avec Zeus. Ouais. Quand on voit d'où il est parti, ouais. Et tu as pu tout de suite l'intégrer à ton travail par rapport au fait que ce soit un chien compliqué avec d'autres chiens? Ouais, parce qu'en fait, ça faisait déjà 1 an et demi que j'avais Zeus. Donc, en fait, comme je te disais, il est encore réactif, mais je contrôle sa réactivité. Je veux pas un chien parfait. Je sais que mon chien a des défauts, c'est pas grave. J'en ai aussi. Le principal dans la réactivité, c'est de l'accepter. Et en fait, tant que je peux gérer cette réactivité, moi, ça me va. Et du coup, vu que je peux contrôler mes présentations, je lui ai présenté tous mes chiens. Et aujourd'hui, il connaît tous mes chiens. Il bosse avec moi toute la journée, donc c'est trop bien. Et mes clients, encore une fois, j'ai eu de la chance. Je leur ai dit, bah voilà, je vais prendre le chien avec mon chien. C'est un staff, il est réactif, c'est compliqué. Ils m'ont tous dit, mais Marie, en fait, je te fais confiance, vas-y, quoi. Et aujourd'hui, mes clients sont super contents de voir que je bosse avec Zeus. Ils l'adorent tous.
C'est trop cool. Ouais. Franchement, il faut la confiance. Enfin, moi, je sais pas si je serais capable de me dire, je réponds de mon chien à 100%, tu vois. Comment tu peux répondre de ton chien à ce point-là? Je serais pas catégorique, tu vois ce que je veux dire ou Ouais. pas? En fait, je pense que tu peux jamais être sûr à 100% parce que ça reste des animaux, ça reste des prédateurs, ça reste un chien qui a un passé incroyable. Donc le risque zéro n'existe pas. C'est pour ça que tu vois, quand on est en libre, etc., je mets tout le temps la muselière. Maintenant, avec mes autres chiens, tu vois, c'est ce que je te disais, Zeus, malgré son passé, et il aurait pu le faire et j'en aurais jamais voulu, il fait pas de protection de ressources, il est pas jaloux. Quand on lui prend sa balle, alors que c'est le Graal, il dit rien. Quand j'ai un chiot qui lui monte dessus, qui lui tire les oreilles, les babines, il dit rien. Enfin, vraiment, comme je te dis, en fait, dès que c'est ma meute, tout est OK. Alors après, tu vois, je fais encore attention. Par exemple, les signaux d'apaisement. En gros, un chien, quand il est pas à l'aise, il va se lécher la truffe, il va bâiller, il va détourner. Tu as tous ces signaux-là, du coup, que je connais très bien. Et quand je vois que Zeus, dans une interaction, c'est un peu trop pour lui, je le redirige, je redirige l'autre chien. J'ai appris avec Zeus la patience et à anticiper tout mon quotidien. Je vois un chien à 200 mètres dans la rue, j'anticipe. Tu vois, quand on est en balade avec les chiens que j'aime, moi, quand je vois que c'est trop pour Zeus, j'anticipe parce que je sais qu'il va rien faire. Encore une fois, le risque zéro n'existe pas, mais je lui fais Ouais, 100% non, mais bien sûr, confiance. c'était pas une question piège. Hein, Ah je non, me non, disais, ouais. faut bien connaître les chiens, il faut avoir confiance et aucune appréhension, quoi. Ouais, parce que comme je te dis, je connais ses limites, ce qui est OK et pas OK, et je le mettrai jamais dans une situation d'inconfort. Et je pense que c'est ce qui fait notre lien, c'est que quoi que je lui dise, il sait que ma parole, elle vaut de l'or. Mais c'est dingue quand tu vois comment il était, encore une fois, il y a 4 ans. Enfin, quand les gens le voient et aujourd'hui, ils me disent, mais j'ai du mal à croire qu'il vivait dans les caves, qu'il a été maltraité. Aujourd'hui, c'est un des chiens les mieux dans ses pattes que je connaisse, tu vois. Donc, ouais, non, l'histoire est assez dingue. Ouais, c'est clair. Marie-Camille nous présente ensuite Zeus en resta des réseaux sociaux, avec un nom comme ça en plus, c'est quand même la classe. Elle nous explique surtout ce que médiatiser leur histoire singulière sur un compte Instagram lui a apporté, ce que ça apporte aussi aux gens qui s'identifient à leur duo ou qui ont tout simplement la crainte de ces chiens-là. J'ai créé mon compte Insta, ça faisait un peu moins d'1 an que j'avais récupéré Zeus et j'ai une amie qui me dit: «Vas-y Marie-Camille, lance-toi sur les réseaux sociaux, Zeus est très beau et en fait, il mérite que son histoire soit connue». Donc j'ai hésité un peu et je me suis dit: «OK, je me lance». Du coup, j'ai appelé mon compte Instagram Zeus le Bandit parce que son premier collier que je lui avais acheté, c'était la marque Bandit et je me suis dit: «En fait, le nom est drôle parce que ces chiens sont assimilés comme des bandits et au final, avec mon compte Instagram, j'ai envie de montrer que c'est un chien qui a un passé horrible, mais c'est un amour». Et donc du coup, je me suis dit: «Bah vas-y, je vais mettre une photo de lui, je vais expliquer un petit peu son histoire, ce qu'il a vécu et on verra bien si ça apprend». Et en fait, les gens ont adoré et j'ai eu plein de retours. Et du coup, petit à petit, j'ai commencé à poster, à expliquer, à parler de sa réactivité, des fois quand ça allait, des fois quand ça allait pas bien. Et en fait, j'ai créé une communauté autour de tout ça. Je mets beaucoup de photos de Zeus avec des fleurs sur la tête, avec des déguisements, des trucs comme ça. Et en fait, j'ai beaucoup de retours aujourd'hui de gens qui me disent en fait merci Marie-Camille parce que j'avais peur des staffs, j'avais peur des chiens comme ça. Et grâce à ton compte Instagram, bah, je me rends compte que c'est pas des diables en fait, c'est des chiens normaux, faut juste qu'ils soient entre de bonnes mains. Et du coup, j'ai pu, je pense, changer l'image à travers déjà mon compte Instagram, des vidéos que je poste au quotidien. Donc c'est bien parce que du coup, les gens sont au courant de son histoire. Et puis du coup, à travers les photos rigolotes, les gens se disent bah c'est un chien beau, il est bien éduqué, il pose pas de problème. Donc ouais, je pense que ça aide à changer les mentalités. T'as des gens qui sont venus vers toi en mode, bah nous aussi, on avait un chien comme ça, ou on a fait un sauvetage un peu similaire. Ouais. Ouais. Je pense que les gens se reconnaissent vachement dans mon histoire parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des sauvetages et en fait, que ce soit pour la race, donc le délit de sale gueule, pour ce genre de chien, je reçois beaucoup de messages en mode moi aussi Marie-Camille, je vis ça au quotidien, c'est pas facile. Moi aussi Marie-Camille, j'ai fait un sauvetage, etc. J'ai eu plein de témoignages et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait c'était un vrai sujet aujourd'hui en France. C'est que déjà la maltraitance animale on n'en parle pas assez, c'est pas assez puni parce que du coup les anciens propriétaires de Zeus n'ont rien eu, aucune punition, rien du tout, et que c'est des chiens qui souffrent énormément du délit de sale gueule et que il y a beaucoup de personnes qui ont fait des sauvetages et qui comme moi n'ont pas été accompagnées ou entendues quoi. Donc ouais non, j'ai reçu pas mal de témoignages et c'est beau parce que grâce à mes réseaux j'ai fait des rencontres incroyables, j'ai pu du coup aussi moi faire des sauvetages. J'ai pris pas mal de chiens en famille d'accueil. Grâce à mes réseaux sociaux, j'en ai fait adopter pas mal. Enfin, c'est bien parce que je me dis autant se servir de cette visibilité pour faire des bonnes choses. Et ouais, j'ai fait pas mal de sauvetages. Comment tu l'expliques en fait, enfin, genre les chiens comme ça a été des phénomènes de mode et comment on peut expliquer justement qu'il y en ait de plus en plus et pas forcément toujours dans les bonnes mains, mais comment on peut expliquer ça en fait? En fait, comme je te disais, il y a 4 ans, c'était pas du tout à la mode. Les gens en avaient très peur. C'est des chiens qui sont représentés à la télé, dans des clips de rap. Quand tu vois la une des journaux, à chaque fois, on parle du coup des pitbulls, des attaques, etc. Alors, faut savoir que le premier chien mordeur en France, ce n'est pas du tout les staffs, c'est les labradors, parce que forcément plus répandu dans les familles et les gens
font un peu moins attention. Mais du coup, il y a 4 ans, il y avait beaucoup d'élits de sale gueule sur ça, en mode bah, c'est des chiens méchants, c'est des chiens d'attaque, etc. Et chaque année, tu as des nouvelles vagues de mode. Il y a quelques années, du coup, il y a 4 ans, c'était les border collie et les bergers australiens. Et je pense que le staff est venu à la mode parce que c'est des chiens ultra charismatiques, que les gens se sont rendus compte que c'était des chiens de famille incroyables. Encore une fois, le risque zéro n'existe pas. Il faut faire attention, il faut expliquer à son enfant, il faut faire gaffe aux chiens. Mais c'est des très bons chiens de famille, ils sont très affectueux. Et du coup, petit à petit, ça a été intégré dans notre quotidien. Les gens ont pris beaucoup de staffy parce que c'est quand même beaucoup plus gérable qu'un staff, c'est moins gros. Et aujourd'hui, du coup, il y a un peu moins ce regard méchant dans la rue. Là, maintenant, il y a beaucoup de staff qui se sont retrouvés à la SPA et qui ont été abandonnés. Et malheureusement, moi, des fois, quand je vois des gens dans la rue, c'est horrible ce que je veux dire, mais comme moi, tu vois, qui vont paraître ultra bien, enfin, normaux, quoi, je me dis, putain, c'est bien. C'est bien parce que les gens qui vont croiser vont regarder un humain qui est normal, en fait, au bout de la laisse. Et du coup, petit à petit, ça déconstruit ces schémas de, c'est un mec bizarre qui a un chien comme ça, il va nous attaquer. Donc, je trouve ça bien, mais malheureusement, 90% des cas, c'est des chiens qui sont dans les cités et c'est des très bons chiens de défense. Moi, quand Zeus grogne, tu ne m'approches pas. Je te conseille pas de m'approcher. C'est important de le dire, il n'y a pas de mauvais chiens. Enfin, il n'y a pas de chiens méchants. Il n'y a que des mauvais maîtres. Si tu mets un chien dans de mauvaises mains, que ce soit un Yorkshire, un Pitbull, un Labrador, ça fera un mauvais chien, en fait. Mais même titre que des humains, tu vois. Il y a des humains, c'est des pourritures parce que ils ont été entre de mauvaises mains. Et donc, c'est que ça, en fait. Et moi, avant, je connaissais pas du tout la race, mais maintenant, je suis fan de cette race. J'adore. Parce que c'est une boule d'amour incroyable. Ouais, puis c'est des chiens, là, comme tu l'as dit, une fois que le phénomène de mode il est passé, ben, ils se retrouvent beaucoup à la SPA et tout, parce qu'ils ont des besoins particuliers. Ouais. Ce serait quoi les besoins de... Genre Zeus, c'est quoi ses besoins en termes de sport, en termes de... Je dirais, c'est un peu comme tous les autres chiens, tu vois. C'est le même acabit qu'un berger australien. Enfin, moi, Zeus, je lui apporte tous les besoins primaires, en fait. Le besoin physique, donc des promenades en forêt, en libre. Il a besoin de sentir dans la rue. Il a besoin de mastiquer. À partir du moment où tu donnes ça à ton chien, donc tous les besoins nécessaires, ça se passe bien. Mais malheureusement, tous les abandons de staff, c'est parce qu'on va me dire, oui, mon chien, il écoute rien, il attaque tout le monde, il est méchant. Ouais, ok, mais est-ce que ton chien, il est assez dépensé? Moi, quand j'ai fini ma journée de travail, je vais en forêt pendant 1 heure avec Zeus parce qu'il a besoin. Pourtant, moi, je suis éclatée, je suis fatiguée, il pleut, il fait mauvais temps. Mais en fait, j'y vais parce que c'est le bien-être de mon chien avant tout. Après, Zeus, j'ai la chance de pouvoir le promener avec moi la journée quand je bosse, mais c'est des chiens qui ont besoin de dépenses, mais comme tous les autres, en fait. C'est pas un travail monstre plus qu'un autre, quoi. En fait, c'est respecter les besoins primaires de son chien, les besoins fondamentaux du chien, peu importe sa race, et qui fait qu'il y aura un comportement qui sera OK derrière, quoi. Ouais, parce que quand tu prends un chien et que tu pars le matin à 7h30, tu reviens le soir à 19h, j'entends que tu rentres après 19h, ta journée de taf, t'as la flemme de le sortir parce que t'es fatigué. Bah ouais, mais si tu fais ça toute la semaine, en fait, ouais, ton chien, il va être ingérable, tu vois. Alors, il y a des chiens qui arrivent à s'adapter au rythme de l'humain, mais c'est pas ça. Moi, tous les 2 jours, il a 2 heures de balade en forêt et j'aime ça. Enfin, c'est dingue, mais c'est mon moment à moi, c'est notre moment à nous et j'adore promener mon chien, tu vois. Allez, on aborde enfin la rencontre avec Lali, qui ressemble vraiment à un clin d'œil du destin. En tout cas, moi je suis comme Marie-Camille, je pense beaucoup qu'il y a un timing aux choses, il y a des signes dans la vie, et cette rencontre est assez dingue, vous allez l'entendre. J'ai eu Zeus en 2021 et j'ai eu Lali en 2023. J'ai eu le sauvetage de Zeus et je me suis dit, cette rencontre, elle est incroyable. Je crois pas au hasard, c'était clairement ma destinée. Et je me suis dit, en fait, j'ai envie de sauver un autre animal, notamment un chat, parce que j'ai déjà un chien et que c'est une grosse bête, faut le gérer. Mais je voulais que ça se fasse pareil. Enfin, je voulais lui sauver la vie comme le chien. Et en fait, un jour, je vais en balade avec ma tante. Donc, on promenait Zeus. Et dans la voiture, elle me dit, du coup, t'en es où de ton projet chat? Tu voulais adopter un chat? Et je lui dis, je n'ai toujours pas trouvé de chat devant moi. Mais je sens qu'il y a quelque chose pour moi qui arrive. On se balade. 10 minutes après, je croise Lali. Non mais cette histoire est folle. Je croise Lali du coup dans la rue et Lali vient tout de suite nous dire bonjour. Donc je demande à ma tante de s'éloigner pour qu'elle garde Zeus parce que du coup Zeus grognait sur Lali et je la caresse et je me dis c'est mon chat. Pas du tout, je la connaissais pas. Mais tu sais, j'ai eu ce truc dans mon cœur qui disait c'est la tienne en fait. Donc je l'ai caressée et ma tante du coup me dit tu vas trouver ton chat. On repart parce que, enfin voilà, il y a quand même beaucoup de maisons autour de nous. Bon, c'est la minette à quelqu'un, ça se trouve. Je peux pas prendre une minette et la voler, tu vois. Donc, du coup, je repars. Et tu vois, ça fait un peu son bonhomme de chemin. Et je me dis, putain, ça se trouve, tu vois, il y a une chance sur 2 qu'elle soit à quelqu'un et une chance sur 2 pour qu'elle soit abandonnée, qu'elle soit tout le temps toute seule dans la rue. Donc, du coup, le lendemain, j'appelle une copine et je lui dis, s'il te plaît, viens, on y retourne. Comme ça, si je la recroise, encore une fois, c'est le destin. Malheureusement, je l'ai pas retrouvée le lendemain. Donc, je me suis dit, ok, Marie, c'est comme ça. Elle était pas pour toi. Ouais, c'était pas pour toi, pas de souci. Et une semaine après, du coup, mon copain revient de déplacement. On retourne faire la balade avec Zeus et on retombe sur le chat.
Et j'espérais tellement retomber sur elle. Donc je lui dis, écoute, tu gères Zeus, je prends le chat, on va l'emmener chez le veto. Donc je l'emmène chez le veto et elle était pas pucée. Donc elle avait pas de propriétaire, très très maigre, elle avait une maladie aux yeux et du coup je me suis dit bon bah vu qu'elle a pas de propriétaire, c'est soit des gens l'ont en maison et qui l'ont pas identifié, dans ce cas-là faut le faire parce que c'est dangereux de pas identifier son chat et c'est surtout qu'on n'a pas le droit aujourd'hui, tu es obligé d'identifier un animal et peut-être qu'encore une fois elle n'appartient à personne et je peux lui sauver la vie. Donc du coup je la garde à la maison, je sépare les deux à travers une vitre pour que ça se passe bien parce que pareil je savais pas encore si elle avait trop de maladies etc. Donc je voulais protéger Zeus aussi. Zeus à la maison il a eu la muselière, Lali voulait défoncer Zeus à la maison. Donc, il y a eu une petite période d'acclimatation. J'ai mis des affiches un peu de partout là où je l'avais trouvée pour savoir si des gens la réclamaient, sur Facebook, Insta et tout. Personne ne l'a réclamé. Une semaine après, les papiers d'adoption étaient signés. Je l'ai mise à mon nom. Et c'était mon chat. Et au final, aujourd'hui, j'ai une relation avec mon chat qui est incroyable. Je l'ai emmené faire des randonnées, je l'ai emmené à la montagne. Elle fait plein de trucs avec moi. Elle est ultra câline. Enfin, c'est un bonheur. C'est un bonheur et c'est ce que je disais, il n'y a pas beaucoup de gens que je connais qui ont récupéré un chien dans la rue, un chat dans... J'en récupère beaucoup. Et puis même, tu vois, genre là, ces dernières années, j'ai récupéré plein de chiens qui étaient abandonnés dans la rue. Je les ai placés en famille, je les ai pas gardés parce que je pense qu'à un moment, il faut être raisonnable aussi, tu vois. Mais je suis contente parce que c'est ce que je dis souvent, tu sais, ces deux SDF qui aujourd'hui ont la meilleure vie du monde, qui sont connus sur les réseaux. Je fais plein de collaborations et ils ont plein de trucs. Ouais, j'avoue, c'est trop marrant. Mais du coup, tu t'es pas posé la question du rapport de Zeus avec les autres animaux? Non, non parce que je me suis dit que, en fait, encore une fois, j'ai confiance en Zeus. Je sais que ce qui m'appartient, c'est OK pour lui. Donc, je savais très bien qu'il allait s'acclimater au chat. Et en fait, je me suis dit, pareil, ça me fait un peu de peine parce que du coup, ce sera plus le seul animal. Mais en fait, je me suis dit, j'ai de l'amour à donner, ce sera le même amour. Et en fait, c'est pas le seul qui est malheureux et j'ai envie d'en sauver un autre. Donc, encore une fois, je pense que la vie est bien faite et les deux, c'était mon destin. Et aujourd'hui, ça fait un peu plus de 2 ans que je l'ai. Et cette minette, c'est un bonheur. Ouais, c'est trop trop mignonne. Tu lui as laissé longtemps la muselière à Zeus par rapport à l'acclimatation? Il y a un moment où tu t'es dit, je le sens et... Ouais, en fait, pendant une semaine, Lali était enfermée dans une chambre. Du coup, il se voyait à travers la baie vitrée du dehors pour les maladies et pour aussi qu'il puisse se sentir parce que du coup, c'est une bonne présentation pour les chiens et les chats. Et en fait, donc j'ai sorti après Lali, je l'ai laissé un peu aller dans l'appartement. Zeus était en laisse avec la muselière. Et en fait, lui, dès que c'était chez lui, en fait, il s'en fichait. Donc très rapidement, je lui ai enlevé la muselière. C'était plus elle qui lui soufflait dessus. Mais Zeus disait rien, il s'est rien passé. Tu lui parlais, tu lui expliques les choses à Zeus? Ouais. Et puis j'ai cette impression il comprend, tu vois. Et quand Lali est arrivée, je lui ai dit en fait, t'es pas le seul malheureux, elle aussi, elle fait partie de la famille et ça va être OK, tu vois, il y a de la place pour tout le monde ici. Et du coup, ça s'est bien passé. Lali a mis un peu plus de temps à s'adapter. Tu vois, au bout d'un an, maintenant, ils dorment ensemble. Lali, elle lui fait sa toilette. Et c'est trop bien. Donc maintenant, elle vit sa meilleure vie. Elle a repris du poids. Elle était bien maigre. Elle est bien là. Ouais, c'est ça. Pareil, tu vois, je me suis dit, je pense qu'elle a dû manquer. Parce qu'après, on y croit pas, mais j'ai fait pas mal de communication animale. Et en fait, autant Zeus, tu vois, dans ce qui ressortait dans la communication animale, c'était oui, il a vécu l'enfer. Oui, il s'est fait maltraiter. Tout était noir. Enfin voilà, il a vécu dans les caves. Donc ça a été acté. Je le savais. Autant Lali, je savais pas ce qu'elle avait vécu. Et j'avais ce truc de putain, ça se trouve, je l'ai enlevé à une famille, tu vois. Et du coup, ma veto m'avait dit, dans tous les cas, elle est pas identifiée, personne l'a réclamée sur les affiches, elle était pas en bon état de santé générale, elle était un peu dégueu quand je l'ai retrouvée. Donc, dans tous les cas, vous avez fait une bonne action, mais je me suis dit, j'ai envie de savoir un peu. Et du coup, la communication animale, ce qui est ressorti, c'est que, en gros, Lali appartenait à une famille, mais qu'elle vivait dehors, et qu'en fait, elle a été retrouvée dans une poubelle avec ses frères et sœurs, et du coup, cette famille l'ont récupérée dans la poubelle, sauf qu'elle vivait dehors parce qu'il y avait déjà des chats dans la maison, et elle s'entendait pas avec les chats. Faut savoir que Lali, aujourd'hui, c'est une racaille. Elle se bat avec tout le monde dans le quartier. Du coup, je pense que la famille ne le faisait pas rentrer. Et en fait, il s'avère qu'ils ont déménagé, de ce que j'ai compris dans la communication animale, et ils ont laissé Lali. Du coup, de ce que j'ai compris, c'est qu'elle a été abandonnée et elle a été laissée... C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle n'a pas du tout de mal avec l'humain. Elle n'a pas de mal avec l'humain, mais elle a été abandonnée déjà première fois dans la poubelle et deuxième fois, du coup, par sa deuxième famille. Et c'est cool parce qu'ils conscientisent tout. Enfin, tu vois, genre, ils savent que je partirai pas et qu'aujourd'hui, c'est leur bulle de paix. C'est leur foyer, leur stabilité. Ouais, c'est ça. Je suis très fière de ces 2 adoptions et je pense que toute ma vie, ce sera que des chiens croisés par hasard. Ou des chats croisés le par hasard, hasard. des fois, fait très bien les choses. Alors, ça va être une parenthèse là, mais la communication animale, alors peut-être qu'un jour je ferai un épisode dessus parce que je n'y connais rien. C'est pas que je n'y crois pas, mais comment ils peuvent savoir tout ça, les gens? Je pense qu'il y a des choses qui nous dépassent. Après, faire une communication animale avec moi, c'est facile parce que je mets beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Mais il y a quand même des communications animales où j'avais pas parlé encore du fait que j'avais perdu mon papa. Et il y a une nana, un jour, dans ma communication animale, qui m'a dit « ça a beaucoup une aura masculine sur toi, très paternelle. Comme si, en fait, tu manquais d'un père ou d'une figure masculine. Et qu'en fait, Zeus était là pour te ramener, en fait, de l'amour paternel. » Et j'ai dit à la nana « putain, j'ai perdu mon père il y a 2 ans, quoi. »
Et la nana me dit, mais en fait, je cherche pas, c'est ça. Et c'est là où je me suis dit, ok, il y a un truc. Et du coup, il y a pas mal de choses où je me suis dit, ok, bah, c'est pas déconnant ce qu'elle me raconte, tu vois. À l'époque, quand j'ai eu Lali, j'avais un copain. Quand je me suis séparée, j'ai fait une communication animale. Je lui ai laissé le choix, en fait, avec qui tu veux rester, tu vois. Et si tu veux rester avec lui, c'est OK. Je me suis dit, waouh, je dépasse le. Parce que je veux qu'elle se sente bien et que je pense qu'on devrait pas être égoïste avec les animaux. Et du coup, dans sa communication animale, c'était bah, vous êtes tous les deux mon foyer, mais en fait, c'est toi qui m'as récupérée. Et si j'avais pas été là, je pense que mon ancien copain l'aurait pas récupéré. Donc, je suis son repère. Mais et ça, je c'est suis tout à quoi. ton honneur. Hein. Ouais, ouais. C'est une belle histoire aussi. Ouais, les Donc deux. là, c'est, ils sont copains, c'est top. Ouais, ils se tolèrent. T'es deux SDF. Ouais, c'est ça. Je te laisse le mot de la fin. Bah déjà, merci de m'avoir donné la parole. Je pense que c'est important de sensibiliser, que ce soit sur la maltraitance, l'abandon ou ce genre de chien. Je pense que la vie est bien faite. Je pense que les gens devraient plus se faire confiance et plus faire confiance aux animaux. L'animal n'est pas mauvais par nature, c'est l'humain qui le rend mauvais. Avec beaucoup d'amour et beaucoup de patience, on arrive à faire des miracles sur l'éducation et la rééducation d'un chien. Donc, il ne faut pas avoir peur d'adopter un animal à la SPA qui a un passé compliqué. Même si c'est compliqué, vous pouvez être accompagné par des professionnels et en fait, ça peut faire des histoires magnifiques. Et c'est ce que je dis, en fait, il y a tellement de malheureux dans la vie que vous pouvez rendre une vie heureuse. Et moi, je trouve ça incroyable. Et je remercie de Célalie parce que c'est ma plus belle réussite. C'est ma plus belle fierté dans ma vie. Et comme je disais, je les ai sauvés, mais ils m'ont sauvée aussi, quoi. Donc, faut pas avoir peur d'adopter un animal qui a déjà un passé. Souvent, les gens me disent, j'ai envie de connaître mon chien chiot. Moi, j'en ai connu aucun des deux qui était bébé. Mais l'histoire est d'autant plus belle et je préfère 1000 fois les avoir rencontrés à 2 ans que chiot parce qu'ils sont reconnaissants et que c'est incroyable. Et je souhaite à tout le monde de connaître ce genre de lien avec ces animaux. Ouais, mais c'est vrai, en plus, moi, je suis d'accord avec toi. Et je pense que même, c'est d'autant plus fort quand tu connais pas ton animal dès le début, mais que tu lui offres une deuxième vie et qu'il oublie ce qu'il a vécu avant, ou qu'il oublie pas d'ailleurs, mais qu'il voit la différence. En fait, c'est apprendre à s'apprivoiser. Ils apprennent à m'apprivoiser. Moi, j'apprends à les apprivoiser. Comme je te dis, avec beaucoup de patience. Ça n'a pas été simple, hein. Même avec Lali, j'ai eu beaucoup d'épisodes où elle faisait pipi un peu de partout. Je la comprenais pas. Bah, je me suis renseignée, etc. Et je pense que voilà, faut être conscient que tout le monde a des défauts et que tout le monde mérite une deuxième chance. Et c'est important de donner une deuxième chance. Et moi, j'aurais aimé qu'on me la donne. Bah, merci beaucoup, franchement, Marie-Camille. Merci à toi. Merci en tout cas de raconter tout ça. Avec un grand plaisir. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'avoue que j'ai eu les larmes aux yeux plusieurs fois en travaillant sur cet épisode, tant le témoignage de Marie-Camille m'a touché au cœur, tant il est inspirant, vibrant et débordant en fait de tout l'amour qu'elle a pour ses 2 loulous recueillis, et ce genre d'histoire fait du bien. Comme on a enregistré à l'automne dernier, je peux vous annoncer que des choses ont changé. Il y a quelques mois, sa famille à poil s'est agrandie. Un chat prénommé Wasabi a rejoint les rangs, trouvé bébé avec sa fratrie dans une écurie dans laquelle il a vécu un peu plus d'1 an avant un empoisonnement à la mort au rat qui a failli lui être fatal. Et un chien, un jeune malinois croisé berger allemand du nom de Django, recueilli de la SPA et qui semble s'entendre à merveille avec son nouveau frère Zeus. Je vous laisserai suivre les aventures de cette belle famille recomposée sur Insta. Justement, je vous donne les infos pour aller suivre Marie-Camille. Le compte Instagram de Zeus, c'est Zeus le bandit, où évidemment Marie-Camille parle aussi beaucoup de Lali et de ses 2 nouveaux loulous. Vous pouvez aussi la retrouver sur le compte Instagram de son entreprise de pet sitting, l'école des bandits. Je vous remettrai de toute façon tous les liens dans les notes. Je voudrais vraiment qu'on retienne de cet épisode aussi passionnant que touchant qu'il n'y a pas de mauvais chiens, uniquement des chiens dans des mauvaises mains, que la dangerosité d'un chien ne se mesure pas avec un décimètre pour être dans les bonnes proportions d'une race donnée, mais plutôt à son histoire, à son environnement, à la manière dont il est élevé et accompagné par les humains, que chaque animal, chien, chat, nac, j'ai même envie de dire animal de ferme, quel que soit son passé, son histoire, son âge, a le droit à sa seconde chance. Les refuges et les associations regorgent de loulous qui n'attendent qu'une vie de bonheur, parfois après la maltraitance. Adopter en refuge ou en association n'est pas juste sauver un animal, mais c'est faire un bout de chemin ensemble, plus ou moins long, mais toujours intense, toujours singulier parce que chaque animal est unique et que chaque parcours de vie l'est aussi. C'est apprendre la patience, l'indulgence, le respect du rythme de l'autre. C'est parfois aussi douter, ajuster, recommencer, comme l'a témoigné très justement Marie-Camille, mais toujours voir le positif. Et ce que ces animaux nous offrent en retour en termes d'amour inconditionnel, de reconnaissance, de confiance retrouvée et de fidélité est juste inquantifiable et magnifique. J'espère que l'histoire de Marie-Camille, Zeus et Lali vous donnera à votre tour, si vous le pouvez, si vous en avez les moyens, envie de changer la vie d'un animal abandonné, maltraité, cassé par la vie. Vous aurez à coup sûr un impact positif sur sa vie,
Mais vous verrez qu'au final, c'est lui qui transformera la vôtre. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Écho des Museaux. J'espère que ce podcast vous a apporté de la connaissance et vous donne envie d'agir à votre niveau parce qu'il suffit parfois de toutes petites actions pour changer positivement la vie d'un animal. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles, un gentil commentaire et surtout à en parler autour de vous pour faire grandir notre communauté de protecteurs des animaux. En attendant le prochain épisode, retrouvez plus d'informations sur le podcast et tous nos anciens épisodes sur www.lecodemuseaux.fr ou faites-nous un retour sur notre compte Instagram, j'adore lire vos messages. À très vite pour un prochain épisode.